la presse, le contexte socio-politique qui prévaut actuellement dans notre pays m'oblige une fois de plus de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur des questions brûlantes et ouvertes d'actualité. J'aborderai 6 sujets qui sont au cœur de préoccupation des Congolaises et Congolais, aussi bien à Kinshasa qu'à l'intérieur du territoire national. Primo, je reviendrai sur le fameux accord de la Cité de l'Union africaine, soigneusement orchestré par le très kabiliste Edem Kodjo et signé le 18 octobre dernier. Secundo, je jetterai un regard critique sur les discours à la nation prononcés par M. Kabila devant son congrès le 15 octobre passé. Tertio, j'évoquerai l'interdiction inconditionnelle de nos 2 derniers meetings du 5 et du 19 novembre 2016. Quarto, je m'arrêterai sur le Kassami Badibango, désigné Premier ministre par les durcabes de M. Kabila sur ordre de ces derniers dans les conditions que nous allons éclairer ici. Quinto, je vous parlerai du dialogue inclusif prôné par la CENCO. Enfin, je conclurai mes propos par un atterrissage sur le 19 décembre prochain, date de la fin du 2e et dernier mandat de M. Joseph Kabila à la tête de la RDC. Je me mettrai alors à votre disposition pour des questions éventuelles. Mesdames et messieurs de la presse, je voudrais avant tout dénoncer avec véhémence les arrestations arbitraires et les intimidations éhontées à l'encontre des membres de l'UDPS en particulier et de l'opposition en général, qui sont persécutés par un pouvoir en perte de vitesse et moribond. Le boulard de Kabila s'est rempli tous les jours. Les jeunes, les hommes et les femmes sont réduits au silence, à la manière de la tristement célèbre Union soviétique ou de la Corée du Nord, dont nous connaissons les conditionnements des populations pour applaudir et ne jamais revendiquer. Nous ne cesserons jamais de réclamer la libération des jeunes Diomi Ndongala, Jean-Claude Mouyambo et tant d'autres. De nombreux combattantes et combattants du parti à cette liste noire sont venus s'ajouter les figures marquantes de notre lutte, en l'occurrence Bruno Chibalanzeze, secrétaire général adjoint de l'UDPS et porte-parole du Rassemblement. David Moukeba, vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS et président honoraire de la Ligue des jeunes du Rassemblement. Freddy Pindi, cadre de l'UDPS et président honoraire de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Monsieur Odon Kafumba, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, fédération de la Tchangou, et tant d'autres. Ces arrestations s'inscrivent dans la stratégie de terrorisme d'État que M. Kabila impose au peuple congolais pour les décourager et distraire son attention pendant qu'ils sont, puisque leurs noms sont toujours évoqués et associés à la crise actuelle qui colle bien à la personnalité de l'auteur, c'est-à-dire Joseph Kabila. Mesdames et messieurs de la presse, qu'en est-il de ce qu'il convient d'appeler l'accord de la Cité de l'Union africaine, que d'autres n'hésitent à qualifier de complot du Kantchachi contre le peuple congolais? En fait, l'accord qui a été signé le 18 octobre dernier par la majorité de M. Kabila, élargi à ses nouveaux alliés issus de l'opposition, n'est autre qu'un coup d'État constitutionnel que Joseph Kabila tente d'opérer dans le cadre d'une stratégie de rétention du pouvoir au terme du mandat actuel. Plusieurs formules de maintien de Kabila au pouvoir ayant lamentablement échoué, ces spies doivent maintenant se montrer plus créatifs pour contourner la population et la Constitution. Ils lui ont obtenu un accord pour l'aider à traverser, dans un premier temps, l'échéance impérative du 19 décembre 2016, jour prévu de la première passation pacifique du pouvoir entre un président sortant, en l'occurrence Joseph Kabila, et un président élu aux élections tenues dans les délais constitutionnels. Dans un deuxième temps, Joseph Kabila, après avoir entraîné toutes les autres institutions dans l'illégalité et l'illégitimité, créera les conditions de recours à un référendum en lieu et place des élections pour défaire l'article 70 de la Constitution qui limite
le mandat du chef de l'État à 5 ans renouvelable une seule fois, en déverrouillant l'article 220 de la Constitution. Sa conquête subtile d'un pouvoir à vie comprend deux grands boucliers, sa CENI et sa Cour constitutionnelle. La première lui donne les résultats qu'il exige, comme en 2006 et en 2011. La deuxième confirme ces résultats et annule toute forme de contestation. Ce sera ainsi d'élection en élection. La recherche des mandats à l'infini ou la présidence à vie, telle est la velléité de M. Kabila qui se confond ici avec le maréchal Mobutu. En bref, notre pays court le risque d'être pris en otage par M. Kabila et son groupe si les Congolaises et les Congolais ne prennent pas leur destin en main dès ces jours. Voici les signes qui ne trompent pas. L'extrait de l'article 5 de l'accord signé le 18 octobre. Je lis in extenso. Dès la convocation des scrutins de la CENI est chargée de préparer et d'organiser les élections du président de la République, des députés nationaux et provinciaux dans un délai de 6 mois. Toutefois, en collaboration avec les comités de suivi, la CENI devra procéder à l'évaluation de son calendrier pour s'assurer de sa mise en œuvre et en tirer toutes les conséquences pour son achèvement. Point de citation. Kabila et son cabinet feront l'évaluation du calendrier le moment venu. La CENI communiquera cette évaluation dans son rôle d'interface avec le Parlement, le Sénat et la société civile. Advenant que cette évaluation recommande un nouveau report des élections, ad vitam aeternam, qu'adviendra-t-il? À l'article 8, parmi les mesures à prendre par le gouvernement, il est prévu notamment de rétablir l'état civil en vue d'assurer l'organisation et la régularité du processus électoral. Dans la situation actuelle du pays, comment peut-on rétablir l'état civil sans organiser les recensements? N'est-ce pas là une stratégie de mise en œuvre déguisée de la loi qui a été combattue le 19, 20, 21 janvier et pour laquelle il y a eu tant de morts, dont certains depuis ont été soit jetés dans le fleuve, soit enterrés dans des fosses communes? Comment les monologueurs ont-ils sciemment été incapables de démonter ces pièges savamment tendus par Edem Kodjo et la majorité kabiliste? Voilà en quelques mots une démonstration claire que la mission d'Edem Kodjo au Congo est en réalité de créer un cadre de sauvetage de Joseph Kabila et de son système corrompu afin de lui permettre de mieux s'organiser pour se maintenir éternellement au pouvoir, soit en évitant d'organiser les élections, soit en les organisant avec son système de fraude adapté à la conjoncture. Le président Etienne Tshisekedi Mulumba était le premier à détecter la malice d'Edem Kodjo et la stratégie de manipulation qu'il mettait en place pour convertir le dialogue en monologue. Au vu du résultat atteint, le fait et le temps ont donné raison à notre président. J'ai cité M. Etienne Tshisekedi. Il reste donc un travail à faire et nous pensons que la CENCO est sur la bonne voie. Mesdames et messieurs de la presse, j'en arrive à mon deuxième point de cette conférence, le discours de M. Kabila devant son congrès, c'est-à-dire son Parlement, son Sénat réuni le 15 octobre dernier ici à Kinshasa. Au lieu d'un discours rassembleur, mobilisateur du peuple autour de ses acquis démocratiques et générateur d'espoir pour la jeunesse, le Congo de demain, c'est avec arrogance que M. Kabila défiait le peuple congolais et la communauté internationale, qu'autrefois l'a appuyé dans l'usurpation du pouvoir. Il a offert à la nation un discours rempli d'approximation et d'imprécision, un discours de campagne électorale plein de vœux pieux de ce qu'il aurait dû réaliser dans 15 ans. Aveuglé par la troupe d'applaudisseurs, M. Kabila a confondu ses rêves et le bilan catastrophique d'un long règne qui s'étend sur une transition et 2 mandats étalés sur une décennie. M. Kabila s'est cru plus rusé que les millions de Congolaises et Congolais qui l'ont entendu déclarer sans vergogne que la Constitution n'a jamais été violée et qu'elle sera respectée dans toutes ses dispositions. Décidément,
Joseph Kabila ne sera jamais modèle pour les jeunes qui ont partagé les rires suite à cette déclaration. Pour le peuple, le fait de ne pas l'avoir convoqué aux urnes le 19 septembre dernier est une faute grave et une trahison selon la Constitution. Dans la gestion de la République, pour M. Kabila, cela est normal. Du haut de sa tribune, M. Kabila s'est vertué à menacer l'opposition en l'accusant de miser sur le sang des Congolais pour accéder au pouvoir. Et pire encore, il laisse entendre à ses applaudisseurs que l'opposition véritable prend tout le peuple en otage. Ici, on peut se poser une question simple. Qui prend le peuple et le pays en otage? C'est celui qui réclame le respect strict de la Constitution ou celui qui veut entraîner le pays hors de la Constitution? À chacun d'apprécier la réponse. Quant à moi, je puis vous assurer que le 15 octobre 2016, Joseph Kabila n'a pas été à la hauteur des attentes du peuple congolais, de la nation congolaise et de nombreux partenaires de la RDC qu'il vilipende aujourd'hui à souhait parce qu'ils tiennent au respect de la Constitution, c'est-à-dire à l'alternance politique et démocratique le 19 décembre prochain, soit dans une vingtaine de jours. De manière très démagogique, il a tenté de présenter au peuple congolais ces 15 années d'échecs puissants comme une présidence pleine de succès et de réussite. A-t-il dit que le pays était en lambeaux à son arrivée au pouvoir en 2001? C'est vrai, je le lui concède. Les conglomérats d'aventuriers qui gouvernaient à l'époque avaient perdu pied devant les rébellions qui avaient pris le contrôle de 3/4 du pays. Et encore, a-t-il donné les véritables raisons pour lesquelles le Congo en était arrivé à être aussi divisé, morcelé, blessé, comptant des millions de morts, des déplacés et des réfugiés internes? Je prends soin de lui rappeler que si notre pays avait basculé dans cette violence inouïe, allant jusqu'à être le théâtre de confrontation de 8 armées, de pays différents et de 5 rébellions dans une première guerre d'Afrique, c'était à cause des injustices, des violations massives des droits fondamentaux, de la prédation des richesses nationales par les étrangers en complicité avec certains fils du pays, de l'infiltration de toutes les institutions du pays par une pègre étrangère, du manque de la démocratie. Aujourd'hui, en refusant de respecter le pacte républicain signé à Sun City dans le but de maintenir un climat qui n'est ni paix ni guerre, accompagné de toutes sortes de répressions et de violations des droits fondamentaux, Joseph Kabila a recréé les mêmes conditions que celles qui avaient fait basculer la RDC dans les chaos à l'époque de Musée Kabila. Dans une compétition sportive, très souvent, ce n'est pas le départ qui compte, mais l'arrivée. C'est-à-dire le résultat final. C'est vrai en athlétisme et bien dans d'autres sports. Quels sont les résultats des 15 années de règne de Joseph Kabila à la tête du pays? Si le pays n'est plus en lambeaux, en apparence, ces secteurs vitaux, notamment social, économique, culturel, scientifique, diplomatique et sanitaire, sont complètement délabrés. Qui ne sait pas aujourd'hui que le Congo est le seul pays au monde dont 80% de la population sont au chômage, c'est-à-dire sans emploi, particulièrement les jeunes diplômés. Qui ne sait pas qu'au moins 45% des enfants ne sont pas scolarisés parce que leurs parents sont incapables de payer les frais exigés. Qui ne sait pas que quelques Congolaises et Congolais qui travaillent gagnent des salaires de misère quand ils ne sont pas du tout payés durant des mois. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Matadi ou ailleurs au pays, les Congolais vivent avec moins d'$1 par jour et qu'en matière de PIB, notre pays occupe la 288e place dans le monde sur 288 pays, selon les derniers classements de la Banque mondiale. Que dire de l'insécurité permanente à l'est de la République démocratique du Congo, où nous assistons quotidiennement à des massacres et tueries de nos compatriotes, dans l'indifférence totale. Par exemple, la nuit du 18 au 19 novembre courant, 34 personnes ont été sauvagement massacrées à Kalemi. Encore cette nuit, entre le 27 et le 28 novembre,
38 personnes sont massacrées à Lubero par des maïmaï. La source, c'est la MONUSCO. Alors, affirmer que le pays est pacifié, c'est une hérésie, c'est de l'irresponsabilité. À cela, ajoutons l'électricité, l'eau potable, l'accès aux soins de santé et au logement décent, sans oublier les transports en commun qui sont des cauchemars quotidiens pour notre peuple. Pendant ces temps, un groupe infime qui s'est accaparé du pouvoir et de tous les rouages économiques, après avoir installé un système de prédation des richesses naturelles du pays qui les rapporte des milliards logés dans les paradis fiscaux à l'étranger au détriment de la masse paupérisée et clochardisée. C'est là le vrai bilan de Joseph Kabila en 15 ans de pouvoir. C'est là le principal motif de la mobilisation du peuple congolais contre son glissement. Et nous considérons comme une stratégie d'incendier la maison pour ensuite se présenter comme les sauveurs. C'est la tactique du pompier pyromane. Le Congo n'en veut pas. Mesdames et messieurs de la presse, concernant les violations systématiques de nos libertés fondamentales garanties par notre Constitution de la part de la mouvance kabiliste, l'UDPS prend à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale et fait remarquer le fait que la Constitution congolaise est violée matin, midi, soir par M. Kabila et consorts. La décision d'interdire toute manifestation à caractère politique prise récemment par le gouverneur du Katanga et par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa est à la fois anachronique, anticonstitutionnelle et un non-sens. Elle traduit bien les mépris de la démocratie et du droit de la part de ces régimes. À des reprises, nous avons toléré, malgré nous, l'attitude arrogante, contraignante et belliqueuse de ces turiféraires du kabilisme, nous empêchant ainsi de tenir nos deux meetings les 5 et les 19 novembre dernier, pourtant programmés et annoncés à l'avance. Par notre maîtrise, nous avons voulu préserver la paix civile en République démocratique du Congo pour accorder la chance qu'il faut à la médiation que mène la CENCO. Toutefois, nous exigeons les retraits sans délai et sans condition des policiers lourdement armés en faction devant la permanence de l'UDPS à Kinshasa-Limité. L'accès à la permanence de notre parti est devenu ainsi périleuse par de multiples tracasseries vexatoires envers nos combattants et les passants de la part de ces policiers. L'UDPS reste fidèle au principe de la démocratie et du respect des droits et des libertés fondamentaux de l'homme. L'UDPS réaffirme son attachement au principe de la non-violence, de la tolérance et du dialogue. C'est pourquoi nous souscrivons en connaissance des causes à la démarche de la CENCO pour un dialogue inclusif et constructif, conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies et au respect de la Constitution congolaise. Mesdames et messieurs de la presse, le cas Samy Badi Banga a fait couler beaucoup d'encre. De manière informelle, nous avons déjà eu l'occasion d'éclairer l'opinion sur les liens entre sa nomination et l'UDPS. La nomination de M. Samy Badi Banga comme Premier ministre de Kabila est un non-événement pour nous et reste un fait divers. C'est une nomination qui a l'odeur de l'imposture au sommet de l'État pour créer la confusion, l'amalgame et déporter un discrédit sur l'opposition. Certes, M. Samy Badi Banga a été peu avant les élections de 2011 conseiller spécial du président Etienne Tshisekedi Tshilombo. Il est aussi vrai qu'à ces mêmes élections, il a été élu député national du Moamba sur la liste de l'UDPS, derrière le président Tshisekedi. Mais au vu de la fraude qui avait privé ces derniers de sa victoire au profit de Joseph Kabila, grand perdant, le président Tshisekedi avait demandé à tous les députés élus sous la bannière UDPS de ne pas siéger au Parlement, où plusieurs soi-disant députés étaient propulsés par la fraude et le faveur de la CENI, pilotée à l'époque par Ngoï Mugunda. Samy Badi Banga était parmi la trentaine des élus UDPS qui avaient choisi d'ignorer le mot d'ordre du président
pour aller donner des béquilles politiques à Kabila et ainsi crédibiliser la fraude électorale très préjudiciable à l'UDPS et au peuple congolais. Depuis 2012, Samy Badibanga et ses collègues se sont auto-exclus du parti, auquel ils ne rendent pas compte de leurs activités et ne payent pas leurs cotisations mensuelles des membres réguliers. Cependant, malgré cette auto-exclusion, Samy Badibanga et Si ont survécu au Parlement grâce au système de création de satellites des partis favorisés par le gouvernement Kabila pour permettre aux députés dissidents de tirer avantage des structures portant le même nom, cycle, logo et drapeau que les partis d'origine. Ce dédoublement intentionnel des partis racines, encouragé par le gouvernement qui délivre le papier officiel en violation de la loi en vigueur, vise à semer la confusion et à entamer l'image des principales formations politiques. C'est exactement ce que nous vivons actuellement avec Samy Badibanga, membre de la structure UDPS et allié, et non du parti UDPS, présidé par son Excellence Etienne Tshisekedi Ouamoundou. Cette précision vient d'être fournie à M. Kabila par le département d'État américain, qui a été informé dans la précipitation que le nouveau Premier ministre nommé par le DIRCAB de Kabila était membre de l'UDPS. Nous ne sommes pas concernés par cette nomination, qui, dans tous les cas, arrive à échéance le 19 décembre prochain, dans quelques jours. À l'instar de beaucoup de nos compatriotes, je note avec stupéfaction la malhonnêteté de la mouvance kabiliste de vouloir présenter le nouveau Premier ministre comme membre de l'UDPS et proche conseiller du président Tshisekedi, afin de justifier leur forfait et de rééditer ainsi l'exploit de triste mémoire du défunt président Mobutu. Ce dernier, en nommant M. Birindwa Premier ministre, crut ainsi semer la confusion parmi nos compatriotes pour chercher à diviser et à affaiblir l'UDPS et l'opposition d'alors, pour contourner le même UDPS et son président Tshisekedi. Malheureusement pour lui, la nature en avait décidé autrement et vous connaissez la suite. Mesdames et messieurs de la presse, comme moi vous avez entendu plusieurs langues déclarer avec hargne qu'il n'y aura pas un deuxième dialogue. Vous avez aussi compris les insuffisances et les dangers que contient l'accord du 18 octobre pour notre jeune démocratie et pour notre peuple. Nous ne suivrons pas les vents en guerre qui pullulent dans la majorité élargie, rampant au pied de M. Kabila et faisant des courbettes pour obtenir des postes et des avantages personnels. L'UDPS et le Rassemblement sont d'avis que seul un dialogue inclusif, mettant face à face Kabila et ses alliés du camp Tchatchi d'une part, Tshisekedi et le Rassemblement avec leurs alliés d'autre part, permettra de trouver une solution consensuelle pour la gestion de la période de transition jusqu'aux élections apaisées. Cette voie médiane sera trouvée entre l'accord du 18 octobre et la feuille de route du Rassemblement. Si cette rencontre se déroule avant le 19 décembre, Kabila en fera partie. Autrement, il ne sera plus concerné, étant donné qu'il aura béni le pays et le peuple congolais de son départ le 19 décembre 2016. Nous encourageons donc la démarche engagée par la SENCO pour ouvrir la voie au vrai dialogue entre les fils et les filles de ces pays afin d'éviter les pires. Mesdames et messieurs de la presse, j'ai conclu mon exposé par la question de savoir qu'arrivera-t-il le 19 décembre prochain, date constitutionnelle de la fin du deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila. Deux hypothèses pointent à l'horizon. La première est le respect de la Constitution dans toutes ses dispositions, comme l'a dit Kabila lui-même lors de son discours à la nation le 15 novembre dernier. En d'autres mots, il réalise que le mandat est fini et tire sa révérence. La classe politique mettra en place un mécanisme de gestion du pays jusqu'à la tenue des élections à une échéance la plus courte possible. Nous pensons à une date en 2017. La deuxième hypothèse est le refus de M. Kabila de quitter le pouvoir le 19 décembre
à 23h59. Il déclenchera dès lors une résistance tout azimut à travers le pays et dans toute la diaspora, en application de l'article 64 de notre Constitution. C'est ici que je lance un appel à toutes Congolaises et Congolais. Un adage africain dit que si un peuple ne prend pas son destin en main, aucun autre peuple ne le fera à sa place. Quel que soit l'endroit où vous serez le 19 décembre, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, prenez-vous en charge, comme l'a dit notre président. Nous ne laisserons pas Kabila défier 70 millions de Congolais. Notre lutte demeure non violente, mais nous luttons toutefois pour l'amélioration des conditions sociales des militaires, des policiers, des agents de renseignement, des fonctionnaires, des enseignants et par ricochet de toute la population. Nous sommes encouragés par nos deux meetings manqués du 5 et du 19 novembre. Les policiers nous ont barricadés, mais les deux cartons jaunes ont été livrés aux destinataires. Le 19 décembre, nous sortirons les cartons rouges et nous jouerons notre match sur le terrain du boulevard Triomphal. Aucun tank d'eau chaude, aucun gaz lacrymogène ne nous fera reculer. Nous sommes déterminés à défendre la Constitution jusqu'au bout pour décourager d'autres Kabila à penser prendre le pays comme leur petit royaume. Je vous remercie. Le déploiement de la police commence vers alors qu'il y a toujours le déploiement militaire à partir de minuit. Comment? Oui, mais je ne serai pas ici pour vous donner les stratégies à appliquer le 19 décembre. J'ai venu ici de dire que nous avons donné la chance aux négociations parrainées par la CENI. C'est ainsi que nous avons toléré ces déploiements tout en prenant la communauté internationale à témoin que M. Kabila viole notre constitution matin, midi, soir. Mais le 19 décembre, on voit que tout est fini et nos stratégies sont pour nous et le moment venu, vous verrez ce que nous faisons. Les doivent se mettre autour d'une table pour envisager après Kabila comment le pays sera géré après le 19 décembre. C'est de ça que j'ai parlé ici. Mais si jamais vous avez un accord avant, bien sûr, c'est pourquoi nous sommes au dialogue. Nous pensons déjà régler la question avant le 19 décembre. Le 19 décembre, Kabila peut partir, mais tout en sachant qu'il y a déjà un mécanisme qui est mis en place pour gérer le pays, parce qu'il ne cesse de dire, mais quand Kabila va quitter le 19 décembre, qui va le remplacer? Mais c'est pour ça que nous allons au dialogue. Pour désigner celui-là même qui va le remplacer, parce que lui est fait mandat. Il ne peut pas aller au-delà du 19 décembre. C'est pour ça que nous allons au dialogue. J'ai dit, je prends de ce côté et puis je viens vers vous. Oui, d'accord. Merci. À la convention signée le 28 janvier entre la MONUSCO et les FARDC, c'est prévu que la MONUSCO sait peut être là et là pour mission entre autres de continuer à protéger les populations civiles. Et face à la date de décembre qui se profile à l'horizon, est-ce que l'UDPS a des garanties que le moment venu, par rapport au décor qui est déjà planté, dont on connaît les couleurs, est-ce que l'UDPS a des garanties que la MONUSCO pourrait jouer son rôle de pouvoir protéger les populations? Oui, nous n'avons pas ces garanties, d'autant plus que le 19 et le 20 septembre, la MONUSCO n'a pas été très efficace sur le terrain. Même dernièrement, le 5 et le 19 novembre, elle n'a pas été aussi très présente de manière significative sur le terrain. Mais nous pensons que la MONUSCO peut en faire autant. Étant donné que le 19 décembre s'annonce avec beaucoup de turpitudes, la MONUSCO devra de toutes les façons s'assumer afin d'éviter un bain de sang inutile par le ministre de M. Kabila. Merci. Il s'impose au pouvoir le 19 décembre comme il est en train de le faire. Alors je crois que le peuple s'assumera conformément à l'article 64 de notre Constitution. Oui, merci. Théodore Ngandou pour les comptes de Télé 7. Monsieur le CG, j'ai suivi ce matin sur Télé 50. On parle du rassemblement qui est désormais divisé parce que l'un de vous
la personne de Christophe Lutundula aurait déposé un document à la Senco qui préconise une transition entre le pouvoir en place et qui consacre la présence du président de la République, président actuel, comme président de la transition. Et quelle est la réaction de l'UDPS par rapport à ces documents qui a été déposé à la Senco? Je tiens tout d'abord à préciser que le rassemblement n'est pas divisé. Le rassemblement est uni comme un seul homme. Mais quant au document dont vous faites allusion, à ma connaissance, c'est un simple document de travail. D'ailleurs, vous dites signé par Lutundula et Bouassa, respectivement président et rapporteur de la commission réflexion du rassemblement. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Et dans ce document était une réponse au document nous envoyé par la Senco. Je ne vois pas comment cela peut devenir un problème. Allez-y. Dani Bouba pour le compte du journal La Prospérité. Ma question est celle-ci. Dani Bouba pour le compte du journal La Prospérité. Ma question est celle-ci. Au cas où M. Kabila partait, vous engagez à faire partie de M. Kabila, le 19 décembre, dans l'éventualité d'un dialogue social au-delà, vous disiez que vous devriez voir comment gérer le pays. Mais qu'est-il la Constitution par rapport à cela? N'y a-t-il pas une prévision dans laquelle Constitution qui dirait que quand le président n'est pas là, comment le pays devrait se faire? Non, ici, vous voulez me ramener à l'histoire de la transition gérée par le président du Sénat. Non, nous ne sommes pas dans ce contexte. Le président du Sénat pouvait assurer la transition si et seulement si que lui-même, le président du Sénat, était dans un mandat qui courait encore et que M. Kabila était dans un mandat qui courait. Ici, nous sommes dans une situation non prévue par la Constitution. Kabila a vidé son mandat, il doit partir, y compris même le président du Sénat. Et dans le contexte politique actuel, rien du tout, rien ne nous rassure que même si on mettait Kendo, il pourra organiser les élections dans les délais prévus par la Constitution, qui est de 60, 90 et 120 jours. Non, c'est impossible. Nous risquons de créer une crise inutile après avoir cherché à résoudre une autre. Merci pour la parole. Colin Kalamba, Antenne ATV. La question c'est de savoir, monsieur le secrétaire général, vous avez été clair concernant la nomination du nouveau Premier ministre Samy Badibanga. Alors, il semblerait que le secrétaire général adjoint, M. Sissoko, qui aurait proposé Samy Badibanga auprès du président de la République Kabila. Ça c'est la première question. Vous le confirmez, vous l'infirmez. La deuxième des choses, ma deuxième question c'est de savoir votre réaction, en tant que l'UDPS et membre du rassemblement, s'il arrivait que l'un de vous est nommé ou figure sur la liste de ce nouveau gouvernement qui est à l'attente de la population. Oui, merci. À la première question, je dois directement te dire que ce sont des spéculations. Le secrétaire général adjoint qui est à mes côtés n'a jamais proposé Samy Badibanga. Et pour quel intérêt il pouvait le faire? Dès lors que Samy Badibanga n'est plus à l'UDPS depuis 2012. Et c'est la raison même de cette conférence de presse, pour fixer l'opinion. Quant à ta deuxième préoccupation, si quelqu'un du rassemblement est débauché dans le gouvernement Samy Badibanga, cela ne nous surprendrait plus parce que c'est la manière de l'homme politique congolais. Nous estimons que la morale n'incarne pas beaucoup de politiciens congolais, il partira. C'est jusque-là un non-événement pour nous. Mais quant à nous, nous allons continuer la lutte jusqu'à la fin. Merci.